Et donc je me retrouve dans ce truc, dans ce dîner où toutes les filles s'appellent Diane, quasiment. Donc enfin, on me présente toutes les filles, Diane de machin, Diane de machin, Diane de ci, Diane de là. Et je me dis, mon Dieu, ça va être à moi. Et je vais devoir leur dire que je m'appelle Sandrine. Non, mais ça fait du bien quand quelqu'un sort une vanne sur Hidalgo. Je confirme que ça fait un bien fou. Ouais, c'était ce qui se passait à la cour de Louis XIV, en fait. On attendait de voir si le roi riait pour rire. Est-ce que l'humour, ça serait pas un pouvoir presque totalitaire? Parce que, en fait, comme dans le totalitarisme, à l'humour, tu peux pas répondre. Hein. Tu as le droit de dire que tu n'aimes pas quelque chose, fais une critique, mais dis-le avec du talent. Quand le politique rit, il y a quelque chose de... c'est quand une femme vieillissante te demande « je suis encore baisable » et tu sais pas comment lui dire que non. Leonard Cohen avait mis 7 ans à écrire « Alléluia ». C'est quand même pas rien, quoi, de mettre 7 ans pour... je sais que Pierre Perret a mis des années à écrire le Zizi, et c'est vrai qu'elle est ciselée. Non mais oui, mais c'est pas comparable, Alléluia et le Zizi, mais quand même... Tu es en train de dire que Poutine est un artiste. Même si j'ai appris depuis que, je crois, la petite fille du patron d'Hermès s'appelle Sandrine. Donc ça m'a fait quand même, ça m'a fait plaisir. Sandrine Saroche. Natalia Turine, bonjour. On se tutoie, hein. Ouais, on se tutoie. On va pas se prendre la tête. Non. Je voudrais commencer par, bien sûr, une question sur la Révolution, puisqu'on est à la librairie russe du Globe, à Paris. On dit que la Révolution, c'est quand chez un être humain se réveille un singe, et ce singe a envie de s'amuser. En revanche, l'évolution, c'est quand le singe apprend le moral. La morale. La morale, voilà. Parce que le moral, c'est autre chose. Le moral, c'est avoir le moral. La morale, ça... oui, exactement. Ça, c'est bon pour le moral. Tu vois, ça, c'est la compagnie créole. Alors, donc, révolution, évolution. Voilà. La morale. La morale. Alors, je sais qu'il existe le prix de Darwin. C'est par exemple, quelle est la mort la plus stupide? Il paraît qu'il y a un Polonais qui, pendant un mariage, s'est coupé la tête avec une tronçonneuse. C'était le... Il était sous, probablement. Peut-être. Ou sinon, il y avait un Japonais, on l'a soulevé pour faire le holà, et puis on a oublié de le rattraper. Par rapport aux singes et tout ce qui se passe dans le monde, penses-tu à quel niveau on est? Ah, alors là, tu vois, c'est à ce moment-là que je regrette de m'être levée aussitôt ce matin pour répondre à cette question. Mais oui, Darwin, c'est quoi? C'est en fait celui qui survit, c'est celui qui s'adapte. Et alors, tu veux dire, nous, humoristes, à quel stade on est? Soit humoriste, soit nous... humains. Humains. Ouais. Ah bah écoute, je pense qu'il faudra quand même poser plutôt cette question à un philosophe, parce que moi, je ne sais pas à quel niveau je suis. Oh, il ne faut pas que je touche mon micro. Franchement, alors, je sais pas, j'avais jamais pensé à cette question, évidemment, mais quel niveau, je sais pas. Est-ce que la question, peut-être, de savoir si on n'était pas en train de s'élever vraiment, et est-ce qu'on est en train de redescendre? Alors, je ne sais pas, on va pas passer pour deux sombres déclinistes, même si d'aucuns disent que le déclinisme est un art de vivre, et que c'est vrai que s'il n'y avait pas de déclinisme et qu'il n'y avait pas de pessimisme, il n'y aurait probablement pas d'humour, parce qu'au départ, c'est quand même... je pense qu'on a la frousse, quoi. On est de ce compte à rebours, parce que c'est ça, c'est notre situation désespérante d'être humain qui est dans un compte à rebours. On sait que nos jours sont comptés, de toute façon, on va tous aller au même endroit. Et donc,
est-ce que c'est ça, cette perspective comme ça de la mort qui fait qu'on est tellement désespéré qu'on développe plus ou moins, parce que je crois que moi en tout cas, je sais que en ce qui me concerne, c'est quelque chose que j'ai développé depuis tout le temps, depuis l'enfance, quoi, de toujours voir, de toujours faire un pas de côté, de toujours voir le côté drôle d'une situation la plus désespérée, même si parfois, voilà, c'est d'essayer de rire de tout ce qui nous fait pleurer, c'est ce que je dis tout le temps, même si c'est pas toujours facile, et même si c'est pas toujours possible, et même si on s'en défend, on s'autocensure aussi. Donc oui, la question qui se pose toujours et qu'on nous pose tout le temps, les journalistes, c'est la question qui revient tout le temps, c'est est-ce qu'on peut rire de tout? Et alors évidemment, cette question, elle demande un développement de 6 heures, quoi. C'est un truc philosophique, est-ce qu'on peut rire de tout? Alors certains ont dit, des proches par exemple, oui mais pas avec n'importe qui, d'autres, moi par exemple, oui mais pas n'importe quand, et puis, on a le devoir, en tout cas, on a des droits aussi et des devoirs, hein, comme en tant que citoyen, et le devoir d'être drôle. Nous, par exemple, moi je sais que c'est vraiment ce qui nous guide quand on fait des chroniques. On s'oblige à être drôle. Alors parfois, nous, on le trouve ça drôle, et d'autres vont pas trouver ça drôle, mais en tout cas, nous, c'est ça. Il y en a d'autres qui sont des humoristes plus engagés, et donc qui veulent de toute façon faire passer leurs idées politiques. Nous, je sais qu'en fait, notre truc, c'est essayer de ne pas être trop méchant, de ne pas être méchant, de ne pas blesser volontairement, c'est pas, voilà, et de rester drôle. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. En fait, tu me poses d'autres. Enfin, tu m'obliges à te poser d'autres questions. Parce que, par exemple, tu veux dire que je suis comme une sorte de jésuite, en fait, quand non. Ou de femme. Non. Les jésuites, pour une question, moi, je pense que les jésuites, d'abord, c'est les antichrétiens, et je pense que les jésuites, au contraire, ils ont tué l'humour. C'est-à-dire que... Alors, ça, ce sera l'objet d'une autre conférence, l'humour chez les jésuites. Non, parce que... Même si Jésus-Christ... mais Jésus-Christ ne riait pas. Dans l'Évangile, pas une seule fois, Jésus n'est montré comme quelqu'un qui rit. Mais c'est quand même l'inventeur du premier calembour de l'histoire. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai cette église. C'est le premier calembour, quand même. Oui, voilà. Mais il ne riait pas. Mais je crois qu'il n'a pas fait exprès. Et d'ailleurs, les premiers sourires autorisés dans le christianisme apparaissent au XIIe siècle, je pense. Et pourquoi, à ton avis, tout à l'heure, tu parlais de la mort. Et en fait, je pense que, à juste titre, tu dis on va tous mourir, donc on rit. Je ne sais plus qui disait, je pense que c'est les médecins qui disent que l'enfant apprend à rire au 40e jour après la naissance. Avant, il ne sait pas. Mais le vrai rire, c'est après la mort. 40e jour, c'est l'ascension, non? C'est aussi après la mort. Le 40e jour, c'est quand l'âme part. J'avais jamais entendu parler. En fait, les enfants ne rient pas quand ils naissent. Ils commencent à rire après. Et apparemment, c'est vers le 40e jour. Ça veut dire que c'est quelque chose avec qui on ne naît pas. C'est quelque chose qu'on apprend. Et c'est probablement, à force de... Enfin, c'est quand il commence à voir sa mère et donc, ses parents, c'est peut-être c'est une imitation, en fait. Peut-être, oui. Ou peut-être il comprend alors le rire est notre côté vin. Nature ou culture. Voilà. Bienvenue à Bouillon de culture. Non, ce que je veux dire, c'est que l'humour russe, par exemple, il y a je ne sais plus, quelqu'un qui a dit que l'humour russe, c'est quand quelqu'un va vers le précipice et après il voit la mort et il essaie de s'en aller. Et la trace qu'il laisse en s'en allant de la mort, c'est ça l'humour. Et c'est vrai qu'en juif peut-être. En ce moment, c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup, l'humour russe, en fait. Et si. oui, parce que nous, en fait, c'est là en ce moment, dès qu'on parle de Russie,
c'est une angoisse terrible, en fait. Donc, mais du coup, ça nous oblige de rire. Alors justement, ça nous oblige de rire. Voilà, donne-nous l'espoir, effectivement, que les Russes quand même continuent de rire, parce que c'est justement ça. Enfin, et tu fais le parallèle avec le judaïsme, et moi j'adore cette phrase qui dit que c'est justement, c'est une phrase du Talmud, c'est lorsqu'il n'y a plus d'espoir qu'il convient d'espérer. Et je me raccroche tellement souvent à cette phrase que, et c'est ça, peut-être que il faudrait creuser effectivement pour voir s'il y a un parallèle entre l'humour juif et l'humour russe. Ben, je pense, parce que sur le désespoir. Golda Meir a dit qu'on a tellement fait de mal au peuple juif que maintenant ils peuvent tout se permettre. En tout cas en humour, ils peuvent tout se permettre, ce que les autres ne se permettent pas peut-être. Mais peut-être les questions des journalistes. Il y a aussi un lien très fort effectivement entre l'humour et la liberté. Et vous, les Russes, vous avez quand même été souvent privés de liberté. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est un peuple où il y a eu plus d'humour qu'ailleurs? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse que je ne connais pas. Moi, j'ai deux réponses différentes. Je pense que l'humour, ça peut être la résistance sociale, en tout cas l'arme de la résistance sociale, mais ça peut être aussi une sorte d'opportunisme. Et parce que les Russes, je trouve que s'il y avait le prix Nobel de la littérature, il faudrait le donner pour les anecdotes russes. Parce que les anecdotes russes, c'est quelque chose qui nous a permis de vivre dans tous les systèmes totalitaires en riant de ça. Mais c'est aussi ça qui nous a laissés dans le système totalitaire. Parce que regarde, sur Staline, on a fait 50 volumes d'anecdotes. En revanche, sur Hitler, il y a à peine peut-être 50 pages. Et du coup, les Allemands, parce qu'ils ne riaient pas de Hitler, l'ont vaincu. Tandis que nous, on se l'est approprié, ce totalitarisme. En fait, ça nous a confortés avec le totalitarisme. Et l'humour, c'est pas toujours bien, peut-être. C'est une question. C'est une question. Peut-être effectivement que ça... En dédramatisant quelque chose, tu l'acceptes. En édulcorant aussi, parce qu'en fait, on voit bien, donc on est dans une période aussi où on édulcore tout, en fait, c'est le politiquement correct. Effectivement, c'est peut-être... Je me pose aussi la question, la responsabilité de l'humoriste face à l'histoire, face à la politique, effectivement. Est-ce qu'on est dangereux ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je me pose la question parfois. Après, l'humour, c'est un jeu. Et puis Poutine, il joue à la roulette russe, sauf qu'il y a 6 balles dans le revolver. Du coup, c'est plus un jeu. Tu tires et tu meurs. Ouais. Je ne sais pas qui a dit, c'est peut-être Aristote qui a dit que l'humour, c'est après la mort. Et le rire, c'est quelque chose de diabolique. Voilà pourquoi l'Église interdisait le rire. À ton avis, on rit parce qu'on a peur ou on rit parce que c'est la rage en nous qui nous oblige à rire? Toi, c'est la rage? Non. Moi, je me considère pas comme quelqu'un d'enragé. C'est pas la rage. Je ris parce que ça me fait du bien et parce que je vois que ça fait du bien. Moi, j'ai cette volonté toujours que les gens sortent de ma salle de spectacle et qui me disent, quand ils me disent je suis venue au théâtre, je suis venue avec tous mes soucis et je sors et ça m'a fait un bien. Moi, voilà, c'est comme une thérapie en fait. Moi, je le vois comme ça. Et moi, j'ai pas la rage, mais effectivement, je fais quand même passer malgré tout mes messages et mes colères par cette façon. En tout cas, c'est la façon que j'ai trouvé de militer et d'exprimer mes frustrations, mes tristesses, ma peur aussi, bien sûr. Comment dire, je n'ai pas peur, je n'ai peur de rien. Moi, je sais pas, je trouve que c'est fou de dire ça. Mais je sais plus quelle était la question en fait. Peu importe. La question c'était est-ce que l'humour c'est quelque chose qui... Il paraît que le sourire vient de sourire d'un animal, de félin, et que c'est quelque chose de méchant au fond, et donc de diabolique.
Et voilà pourquoi, Ah, ça, et voilà pourquoi les Christ ne riaient jamais. Voilà, parce et voilà se pourquoi veut, les clowns font peur aux gens en fait. Et les clowns font peur, avec ce oui. sourire permanent de Joker et de... ouais, c'est ça. À ton avis, on vit dans une époque où les clowns sont de retour, ou ils sont au contraire chassés? Les vrais clowns. Il paraît que les clowns apparaissent quand le système de pouvoir s'écroule. Alors ça, à ton avis, on est en quel stade? Qu'est-ce que... Ouais, voilà, ça, moi j'aimerais bien le savoir en fait. Je suis moi, dans le doute permanent, dans le tâtonnement permanent, j'essaye de... C'est marrant parce qu'au plus j'essaye de comprendre l'époque dans laquelle je vis, et au moins je comprends. Et donc je me sens parfois comme une petite feuille, une petite brindille ballottée, et j'essaye de survivre et d'apporter cette légèreté en me disant, ben voilà, il ne nous reste plus que ça, quoi. C'est tellement difficile. La semaine qu'on vient de vivre, là, enfin, je sais pas, avec cette histoire, cette petite fille qui est retrouvée dans une valise, on est au sommet de l'horreur. Alors, nous, évidemment, jamais... Il y a des humoristes hein, qui vont faire des choses là-dessus. Moi, jamais je vais toucher à ça. C'est impossible, j'arrive pas. J'arrive pas, même dans ma vie privée, je peux pas rire avec ça, quoi. C'est des choses qui sont trop difficiles, voilà, et quand ça la touche à la barbarie et tout ça, enfin les attentats, les machins, moi je peux pas rigoler avec ça. Il y a des choses. Alors voilà, alors la question, si tu m'avais posé cette question que tu ne m'as pas posée, et si tu m'avais dit est-ce qu'on peut rire de tout, moi j'aurais dit non quand même, parce que voilà, à un moment donné, j'ai cette autocensure. Il y a des choses auxquelles je touche pas parce que ça me fait pas rire en fait. Voilà, j'arrive pas. Et pourtant je dis il faut rire de ce qui nous fait pleurer. Alors ça peut me faire pleurer, ça peut m'enrager, ça peut me faire enrager. Et pourtant j'arrive pas à en rire. Maintenant, à quelle époque, à quel niveau on est, à quel stade, je ne sais pas. Je sais pas, j'arrive pas à théoriser là-dessus. J'ai beau lire des choses, je te disais tout à l'heure, j'ai acheté le supplément du Point sur les auteurs grecs cet été, je l'ai lu, j'ai trouvé ça formidable. Plaute, tous ces auteurs, etc. La différence entre la tragédie, que la comédie, c'est la tragédie qui a pris de la hauteur, etc. Je n'ai rien retenu. Tout ce qui est théorique, je ne retiens rien. C'est d'ailleurs pas un hasard si j'ai changé d'orientation, puisque j'ai fait des études de droit, j'ai un diplôme d'avocat, j'ai exercé même pendant 5 ans la profession, non pas d'avocat mais de juriste. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, ma mémoire ne retient pas. Dès que c'est sérieux, je ne sais pas, il y a une sorte de blackout. C'est comme avec les chiffres, c'est un truc, je n'imprime pas ces trucs-là, je ne retiens que les conneries, quoi. C'est un truc, c'est terrible, voilà. Donc, et tout ce qui est paroles de chansons, paroles de pub, le truc qui ne sert à rien intellectuellement, ça, je le retiens. Voilà, tu vois. Donc, alors j'ai encore perdu ta question. Mais peut-être qu'on parlait de l'époque dans laquelle on vit, peut-être que tu parles de droit, de justice aussi. Est-ce que l'humour, ça ne serait pas un pouvoir presque totalitaire? Parce que, en fait, comme dans le totalitarisme, à l'humour, tu ne peux pas répondre. Hein. Si toi-même, tu ne sais pas, oui, c'est une forme. Et peut-être que c'est une forme, effectivement, c'est ça, d'attaque. Parce que quand c'est une forme d'attaque pour ne pas soi-même être attaqué. Oui, ça. parce qu'en fait, tu es sur scène, tu dis des conneries et des choses parfois dures sur les gens qui t'écoutent, sauf qu'ils ne peuvent pas te répondre. Bien sûr. Donc c'est une forme de totalitarisme. Mais est-ce que ça veut dire que l'humour c'est un pouvoir? Mais aujourd'hui, le pouvoir est ridicule. Parce qu'il est ridicule, au fait. Regarde, s'il n'y a pas d'anecdote sur Poutine, c'est parce qu'il est tellement ridicule dans son erreur que moi, par exemple, peut pas faire plus que nous. C'est exactement. Mais moi, de même que j'arrivais pas, on n'arrivait pas à faire tellement de choses sur Trump parce que lui-même était déjà justement dans cette posture tellement exagérée. Et en fait, effectivement, ce qui peut faire rire, oui, effectivement, tu as raison, j'ai fait une chronique sur Poutine, alors qu'elle était quand même plutôt pas mal traitée, on l'avait traitée sous forme de dessin animé, et ça n'a pas surperformé parce qu'il y a un côté...
tellement absurde, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce... Pourquoi faire ça quel est le sens? On ne comprend même plus le sens de tout ça. Effectivement, faire de l'humour sur Poutine, tu as raison, c'est pas évident. Poutinieur Sebrun s'ennuie dans sa grande maison. Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire comme bêtise pour attirer l'attention des grands? Et si j'appuyais sur ce bouton? Je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Finalement, je vais plutôt jouer à cache-cache. Poutinieur Sebrun, où es-tu? Réponds quand on t'appelle. Tout le monde est très inquiet. Poutinieur Sebrun est bien caché dans le KGB. Non, pardon, dans le KGB. C'est décidé, quand je serai grand, je serai espion. C'est pas facile. Non, parce qu'il dépasse. Ouais. Ou par exemple, quand on était pendant la Covid, je trouve que ce qui se passait en France, pareil, c'était tellement drôle que tu peux pas en faire plus. Tu peux que répéter. Ouais, c'est ça. Tu arrivais à faire des choses qui surpassaient J'avais pas le choix. Et surtout que c'était, moi j'étais confinée, j'étais confinée en plus dans un meublé, puisque à l'époque j'étais entre deux logements et donc les travaux n'étaient pas finis, donc j'étais pas chez moi, j'avais pas mes... oui, on est arrivé parce que j'avais pas le choix et donc effectivement, alors, elles étaient assez inégales, mais effectivement il y a une chronique qui s'est démarquée, c'est celle où j'étais enfermée dans ma salle de bain, où je chantais Déconfinez-moi. Et donc oui, on est quand même arrivé à faire de l'humour là-dessus et à faire rire les gens et à leur donner. Et en fait, ma notoriété a aussi pris de l'ampleur pendant ce moment-là, parce que justement, il y a beaucoup de gens qui me le disent, qui viennent me voir sur scène, qui m'attendent parfois. Très longtemps, je ne sais pas qui sont là moi, donc c'est quand je sors, je m'aperçois qu'ils sont là et le nombre de gens qui me disent « vous m'avez sauvé mon confinement ». C'est quand même énorme, hein, ou parfois « vous m'avez sauvé mon hospitalisation, j'étais hospitalisée, je me suis raccrochée, heureusement que vous étiez là le matin, je lisais, je regardais vos trucs, ça m'a fait un bien fou ». Alors moi, même pour moi, ça me touche extraordinairement. Déconfinez-moi. Déconfinez-moi. Vous n'aimez pas tout de suite. Pas trop vite. Dans notre délire peut-être plénipotentiaire d'humoriste ou d'artiste, hein, parce qu'en fait c'est l'artiste qui est comme ça. Je pense que vraiment Madonna, elle voulait être la maman du monde, quoi. Et à un moment donné, les artistes, ils se prennent pour ça qu'ils lancent des trucs complètement fous, parce qu'ils sont un peu, on devient un peu mégalo. Quand plus personne ne te dit ce que tu es vraiment, mais que tout le monde te dit que tu es formidable, que tu es extraordinaire, donc peut-être tu deviens comme ça. Tu es en train de dire que Poutine est un artiste? Bah peut-être, je ne sais pas si oui, si tout le monde lui disait qu'il est formidable. Peut-être oui. c'est une forme de... D'ailleurs, voilà, à l'époque dans laquelle on vit, regarde, Zelensky, c'est un bouffon qui devient Churchill. Ouais. D'ailleurs, Churchill, pour toi, il pourrait aujourd'hui gagner la guerre ou aucune chance? Je ne sais pas s'il pourrait gagner la guerre, mais en tout cas, il pourrait plus fumer le cigare comme il le faisait. Mais rien, ni boire, ni être comme il était, parce que c'était comme un bouffon aussi, lui. Non. Ah ben, en tout cas, il y a énormément de citations de Churchill qui sont des citations humoristiques. Humoristiques, effectivement. Ouais. Et il avait le sens de la propos, le sens de la formule. Ouais. Exactement. Ouais. Et je ne sais pas si Poutine, il a le sens de non, c'est par rapport à ce que tu dis. C'est pareil qu'on dit à l'artiste, tu es formidable, et il y croit. Poutine, on lui a tellement dit que tout ce qu'il fait, c'est formidable, qu'il a pété un câble. Mais Zelensky, qui est un bouffon, qui devient un autre Churchill aujourd'hui. Trump, c'est un bouffon aussi, qui peut-être va revenir au pouvoir. Il y a, je pense, à Guatemala, un président qui... Johnson, on en parlait tout à l'heure. Johnson qui revient au pouvoir. Regarde, on l'a viré. Parce que moi, je trouve que... Moi, j'aime bien ce personnage. C'est un bouffon, mais... et il revient, finalement, par la fenêtre, on l'a fait partir. Un peu comme Jean Castex, en fait, hein, qui avait disparu, voilà, qui revient à la tête de la RATP. Non, je dis ça parce que c'était ma chronique de ce matin. Ah. C'est pour ça. Et il y a aussi une Slovène, ou un Slovène, qui est Premier ministre en Slovénie, qui est l'ancien humoriste. Et regarde, Musk...
qui veut venir au pouvoir. Quelque part, lui aussi, c'est pas un politique, c'est un farfelu. C'est comme les humoristes qui essayent, à mon avis, tout à l'heure on disait avant le moteur que les humoristes, c'est presque comme les scientifiques ou les mythiques, c'est des gens qui veulent voir l'autre côté de la Lune. C'est une force, hein. C'est une grande force spirituelle. Et Elon Musk, c'est ça. Et qui peut devenir un décisionnaire politique aux États-Unis. Et Poutine, c'est pareil, c'est quelque part quelqu'un qui est au-delà. Peut-être, il a un drôle d'humour. Il adore les anecdotes, hein. Il adore raconter des anecdotes. Personne n'ose rire. Ah mais il adore ça. Вы знаете, у нас известная шутка, что те, кто не хотят кормить свою армию, будут кормить чужую. Но есть и более современные, это совсем старые, есть и более современные шуточки. Я вот иногда рассказываю вам всякие шутки на этот счет. Могу сказать очередную, но она тоже с бородой, но все-таки более современная. Это вот, знаете, у бывшего офицера, значит, сын приходит к нему, да, он сына спрашивает: сынок, вот здесь вот у меня кортик был. Я не видел кортик. Он говорит: пап, не ругайся, я его поменял у мальчишки из соседнего двора на часы. Он говорит: ну покажи. Посмотрел, часы хорошие, молодец. А знаешь, вот завтра придут к нам бандиты и грабители. Меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: добрый вечер, московское время, 12 часов 30 минут. Mais ça à ton avis, mais très souvent, les gens, quand les gens te disent j'aurais adoré faire ce que tu fais. Moi, les gens me le disent très souvent, j'adorerais faire ce que tu fais. Et c'est vrai. Mais parce que c'est un pouvoir. Mais c'est un pouvoir. Prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Ça, les avocats le savent très bien. Au moment où ils plaident, c'est eux qui ont le pouvoir. Donc, bien sûr, c'est en plus la configuration des théâtres. On est en hauteur très souvent. Alors, je ne parle pas des amphithéâtres où on est en contrebas, mais enfin, la plupart du temps, on est en hauteur. On impose le silence avec ces jeux de lumière, en fait, la lumière qui est sur nous, le public dans le noir, etc. Enfin, c'est très codifié. Et effectivement, oui, c'est un pouvoir. Effectivement, c'est un pouvoir, l'humour. My friend, you can call me Joker. And as you can see, I'm a lot happier. Et par exemple, moi je t'ai connu quand tu faisais des spectacles pour des petits comités, après pour les plus grands, et après voilà arrive la télévision. Ma question, je vais essayer de la formuler un peu de façon courte. Tu es sur une chaîne publique, c'est ça? Donc chaîne d'État. Depuis peu. Chaîne d'État. Quelle est la différence entre être humoriste sur une chaîne d'État et demain tu pars à Marseille, tu vas dans le peuple? Y a-t-il une différence? Alors, si côté autocensure, par exemple. Si tu me demandes s'il y a une différence entre exercer ce métier d'humoriste sur un média, qui soit la télé mais qui est la télé d'État quand même. La télévision d'État ou sur scène, ça pour moi c'est une évidence que pour moi le dernier bastion et le dernier espace de liberté vrai, c'est la scène. Après, il y a la sanction. Après, tu peux dire des trucs et le public vient ou ne vient pas te voir. Mais, tu vois, en te disant ça, ça me fait penser à autre chose. Mais enfin, le public paye pour venir te voir, tu vois. Là... on ne paye même plus la redevance. Ben là, on ne paye même plus la redevance. Tu vois, la télé d'État, regarde, ils ouvrent la télé, c'est gratuit, c'est un truc. Et effectivement, tu as raison, c'est plus difficile. Moi, je vois très bien la différence entre... moi, il n'y a aucune... Jamais aucune représentation où je sors en me disant c'était nul, c'était pourri, quand les gens sont venus me voir et qui viennent. Mais c'est extraordinaire. Alors que parfois, effectivement, c'est quelqu'un qui paye parce que c'est un spectacle privé, c'est quelqu'un qui offre, qui veut offrir le spectacle et les gens n'ont pas payé, donc il n'y a pas cette part de sacrifice, c'est un peu comme la même chose que lorsqu'on va chez le psy, hein, et donc on n'a rien sacrifié, c'est là comme ça, et effectivement, tu as un public extrêmement froid, ils ne sont pas venus spécialement pour te voir, alors parfois ça prend, parfois ça marche bien, et puis parfois c'est une catastrophe, et c'est extrêmement désagréable. La seule fois
où j'ai vécu un moment extraordinaire alors que c'était un public gratuit, c'était en Afrique. Je suis allée jouer au Togo. Les gens, il faisait une chaleur incroyable. Les gens sont venus pour avoir des bonnes places en plein milieu de l'après-midi, se sont installés à 2 heures de l'après-midi en plein cagnard. Ils sont venus en famille, c'était un spectacle gratuit et je n'ai jamais vu. Pourtant, on me dit tout le temps, tu as quand même un humour assez bourgeois, assez parisien, assez... Rien du tout. Ils ont ri, ils sont venus me voir. J'avais à la fois les grands-mères et les petits gamins qui venaient me demander des selfies. J'ai jamais fait autant de selfies que ce jour-là. Donc, alors oui, non, vraiment, le seul espace de liberté, c'est la scène. Et oui, quand on est sur une chaîne, d'ailleurs privée ou publique, ce que je fais pas tellement la différence, même si je pense que j'avais peut-être un peu plus de liberté quand j'étais sur une chaîne privée et cryptée, parce que je savais que Mais enfin, après, il y a les réseaux sociaux, alors donc en réalité, ça aboutit à la même chose. Mais oui, non, on a plus de liberté sur scène, c'est une évidence. Ouais. Mais c'est intérieur ou c'est extérieur? Ah, est-ce que c'est nous qui nous mettons ce... Effectivement, on essaye toujours au départ, c'est très marrant parce qu'en fait, on sait qu'on est des artistes et qu'on doit être libre, qu'on est libre, mais on sait toujours, au départ, ils essayent toujours quand même de nous dire non, il ne faut pas faire ça, il faut pas. Et en fait, il faut se dégager de ce carcan-là. Et si on ne le fait pas, on se laisse enfermer et c'est ce que disait Oscar Wilde, quoi. Un artiste qui fait des choses pour plaire aux gens, mais n'est plus un artiste, en fait, et qui obéit, un artiste qui obéit à ce qu'on lui demande. Ça m'insupporte en fait. Dès qu'on commence à me dire il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Déjà là, moi je suis contenue par le temps. Avant je faisais des chroniques, parfois j'ai fait des chroniques de 8 minutes. Là maintenant je sais que c'est maximum 3 minutes. Bon bah déjà c'est une contrainte qui est forte, mais ça va. Mais dans la mesure où on me dit pas tu dois faire ça et tu dois pas dire ça, tu dois pas ça, ce serait pour moi ce serait même pas possible, quoi. Je partirai, j'arrêterai. Je reviens toujours vers mes oignons, la Russie. La Russie qui finalement fait chier tout le monde. On parle beaucoup de l'élite russe qui a mis en place ce monstre. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le monstre qui crée le totalitarisme ou si c'est le peuple qui crée le monstre. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est probablement les deux en fait. Ouais, moi, je suis un peu réticente pour cette élite russe qui finalement était très très corrompue et qui, je pense, est l'auteur de l'horreur qui nous menace tous. Et parmi cette élite, il y avait beaucoup de gens de la télévision qui ont essayé de faire à l'occidental. Et par exemple, il y avait le calque des Guignols chez nous, qui était exactement la même chose. D'ailleurs, c'était une licence qui était achetée. И все-таки, Владимир Владимирович, что вы обещаете России? Любовь до гроба. И кого, по-вашему, в гроб вгонит? Вскрытие покажет. Et ce qui est très intéressant... Et sans donc il y avait la marionnette de Poutine, oui, etc. Tout à fait, de Yeltsin et tout. Et il l'acceptait sans problème. Il l'acceptait et puis, niet. Et d'un coup, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté parce que c'était plus possible. Et ce qui est très drôle, c'est que cet humour de l'élite, parce que les Guignols, pour moi, c'est l'élite. Canal+, c'est élite. C'était l'esprit élitiste, c'est ça, l'esprit Canal. Ou l'esprit Canal, qui s'est arrêté à Moscou exactement au même moment que les Guignols se sont arrêtés en France. Et sont arrivés à la place de ces Guignols, de cet esprit Canal, chez nous, des humoristes qui viennent... Je vais essayer de trouver pour cette émission un extrait des humoristes. Tu sais, ils viennent de Toundra. C'est des garçons qui, jusqu'à 20 ans, ont vécu dans un endroit où, 5 minutes après, c'est la toundra. Et l'occidental dit « Ah, c'est génial », mais sauf que tu meurs, ils n'ont rien vu. Et c'est des humoristes qui déchirent. Des mecs qui n'ont rien à perdre, qui encore aujourd'hui se promènent à Moscou et regardent des choses de publicité émerveillée, parce qu'ils n'ont même pas vu l'électricité, en quelque sorte. Я, кстати,
родом из деревни небольшой. У нас там у молодежи было особое развлечение. Мы собирались все вместе, и, значит, кто быстрее сядет в тюрьму. Нам очень нравилось. Слушай, а я правильно понимаю, что по дороге в депутатский не доехать, только воздухом? Летом, да. А зимой по замерзшей реке. То есть просто по льду ты шарашишь либо на тачке, либо на... Да. А есть такая еще тема, наледи называется. Это начинается весной. У меня батя так ездит. Это когда они ездят на свой страх и риск. Это когда река начинает потихоньку вскрываться, и из нее валит пар. И ничего не видно, типа, на протяжении, там, может, минут 30. Вот они едут, и вообще ничего не видно. И они просто прямо едут очень медленно. Человеческая жизнь очень ценится в депутатском. Да, как в Африке примерно. Ты не был там 10 лет? Да. 10 лет. Последние, наверное, лет 5 мне прям кошмары снились, прикинь. Ну, что я просыпаюсь, и я не уехал, на самом деле. Кошмары, что ты просыпаешься в депутатском? Ну, что я просыпаюсь, и я вот в окно смотрю, а там депутатский. Et ici en France arrivent des stand-uppers des minorités Pareil, ouais, nationales. L'humour communautariste, ouais. Est-ce que ça veut dire que l'humour populaire, l'humour des bourrins presque, j'ai envie de dire, est plus fort que l'humour de l'élite? Je sais pas, c'est une... plus fort en tout cas. Pourquoi les guignols sont disparus en France? Ça, je sais pas. Mais enfin, je sais même pas quelle est l'origine. Et ça, François, peut-être avec qui que je travaille, pourra répondre parce qu'il a plus. Et moi c'est vrai que même quand j'étais plus jeune, je regardais même pas Canal+. Donc, et moi, dès lors qu'il y a quelque chose comme ça de snobisme et d'élitisme, ça me gonfle. Donc, Et pourtant, on dit que tu es l'humoriste de droite. Ouais, mais c'est pas élitiste, je crois. Moi, j'avais justement lu à contrario, mais peut-être que comme les choses basculent et que tout est un peu, ce que disait Macron, cul par-dessus tête, mais c'est un peu ça quand même. Est-ce que moi, j'avais lu, je me souviens, une fois, dans Télérama, donc effectivement, encore là, pareil, élitiste, on est dans l'élitisme, qu'un humoriste ne pouvait pas y arriver sans être adoubé par la bourgeoisie. C'était, je crois, un article sur Bigard. Enfin, il y avait quelque chose là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Peut-être que parce qu'à l'origine, l'humour, c'était la vie de cour, de la cour. Ouais, exactement. Mais les choses ont probablement basculé puisqu'aujourd'hui, on est beaucoup moins regardant à la qualité. Aujourd'hui, en fait, c'est la quantité qui prime. Regardons les influenceurs, la course au like. En fait, la quantité prime sur la qualité aujourd'hui. Donc, c'est comme l'audience, non? Bah oui, c'est ça. C'est pas la même chose que l'audience. C'est ça, c'est l'audience en fait. Donc là, avant, je sais pas. Enfin moi en tout cas, moi j'ai toujours essayé de faire en sorte que nous, on sait qu'on est élitiste en ce sens qu'on fait des phrases avec un sujet, un verbe et un complément. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Aujourd'hui, quand on regarde les SMS de nos enfants, on ne parle pas des fautes, mais en fait, les phrases, la grammaire, enfin, c'est réduit à plus quand c'est pas en résumé, enfin en abréviation, quoi. T'inquiète, TKT, quoi, en fait. Donc ils se parlent comme ça. Il peut y avoir des dialogues très longs avec que des abréviations. Donc il y a plus des phrases avec un sujet, un verbe, un complément et le point à la fin qui est complètement ringard. Enfin c'est un peu mon sketch. C'est ce que je fais quand je fais l'ado en disant ma mère, elle a mis un point virgule. Non mais what the fuck, un point virgule. Voilà, on en est là. Donc, mais est-ce que, pour revenir à ce que tu dis en Russie, effectivement, avec les jeunes de la toundra qui pourraient être comparés donc à l'humour communautariste, est-ce que c'est celui-ci ou celui-là qui va gagner? Je sais pas, Peut-être pas la parce réponse. qu'on revient à ce que tu disais précédemment, c'est que l'humour, quelque part, c'est un clin d'œil de quelqu'un avant d'être fusillé. C'est un clin d'œil à la mort, c'est un clin d'œil à un néant. Et ces garçons, ils viennent du monde où il n'y a rien. Tu peux même pas imaginer. En fait, c'est ça, ils n'ont rien à perdre. Donc, oui, effectivement. Короче, можно сюда забраться.
И сюда забирались, и были люди, которые боялись высоты. Насколько я помню, да, ее так можно было раскачивать и испытывать смерть на прочность. Где можно типа вот так сесть и вот так сидеть полдня. Потом тебе надоело, ты раз спустился. Sans parler d'humour communautariste, par exemple, moi très souvent on va me parler de quelqu'un comme Blanche Gardin. Blanche Gardin qui, on le sait, a eu des épisodes dépressifs. Elle n'a pas d'enfant, donc elle a beaucoup moins à perdre, par exemple, que moi. Moi, je me voyais pas vis-à-vis de mon fils, mais peut-être que c'est stupide hein, de ma part, mais qu'on dise « Ah ben dis donc, ta mère, elle fait des sketchs ou sur, je sais pas, sur la sodomie ou des choses comme ça. » Voilà. Non pas que je m'interdis de les faire, mais quand même, il y a quelque chose comme ça. Effectivement, quand on n'a rien à perdre, ben on a rien à perdre, quoi. on est forcément plus libre, plus lâché, plus incisif, mais plus drôle, je sais pas. Par rapport à notre origine sociale, à ton origine sociale, tu viens d'où? Moi, je viens de... alors... Je parle pas géographie, je parle Oui, j'ai bien compris que c'était pas... moi, je viens d'un milieu effectivement très populaire. Enfin, très populaire, oui, très populaire quand même, des deux côtés. Du côté de ma mère, c'était plutôt des paysans. Enfin, ma grand-mère est venue d'Italie, venue du Piémont, mais c'était vraiment le Piémont, parce que normalement c'est une région assez riche d'Italie, mais là c'était vraiment le Piémont pauvre, on n'avait rien. Il y a un proverbe italien qui dit, en fait, les seules fois où ils mangent de la viande, c'est quand ils se mordent la langue. Donc t'imagines le truc de désespoir, quoi. C'est vraiment... Donc voilà, ça c'est du côté de ma mère, et du côté de mon père, c'est plutôt du côté espagnol et pieds noirs, donc pareil avec des gens qui n'ont rien au départ et qui par leur travail donc arrive, et la méritocratie en fait, aujourd'hui c'est comme si c'était un mot terrible, comme si c'était un gros mot, mais en fait c'est exactement ça. Ils viennent, moi mon père, je sais quand il est arrivé d'Algérie, ils étaient dans des HLM, mon grand-père n'avait plus de boulot, enfin c'était terrible quoi, c'était vraiment, en plus ils avaient été abandonnés par leur mère, enfin donc vraiment, moi on n'est pas dans Zola, mais on n'est pas loin quoi, on est vu peut-être la marche du dessus. Et malgré tout, avec cette volonté de s'en sortir, de travailler, et puis avec une période qui était probablement plus clémente et plus facile. Hein. On pouvait trouver du boulot plus facilement dans les années 70 qu'aujourd'hui, et encore que aujourd'hui apparemment on cherche quand même pas mal de main-d'œuvre. Mais donc voilà, je viens de ce milieu où on a vraiment vu, moi j'ai vraiment vu tout le temps à la fois des gens qui avaient vraiment envie de s'en sortir et qui travaillaient tout le temps, mais quand ils s'amusaient, ils s'amusaient. Et donc il n'y avait pas un repas, un repas familial qui se terminait pas par quelqu'un qui montait sur une chaise ou sur une estrade ou même sur la table, enfin sur un truc pour chanter et pour entraîner tout le monde. Et moi j'ai vu ça tout le temps, j'ai vu ça, ce côté à la fois laborieux, on travaille, mais on est joyeux quoi, on reste joyeux. Peut-être que aussi c'est ça, c'est ce travail permanent qui fait qu'il y a une pression et que du coup on apprécie le moment où on peut se détendre et où on peut rire. Voilà, moi j'ai vu tout le temps des gens rire, aimer rire, se marrer, se déguiser, faire des soirées où c'était n'importe quoi. Et nous, on faisait nous-mêmes, avec mes cousins, des soirées comme ça pour faire rire nos parents. On se mettait des bananes à la place du nez, des trucs. Enfin, on prenait tout ce qu'on avait sous la main pour se moquer, pour imiter. Voilà, je viens de ce milieu-là, moi, très simple, et j'étais la première de ma famille à avoir le bac. Donc voilà, quand j'ai eu mon bac, ma grand-mère est passée chez tous les commerçants et elle est allée les voir un par un pour leur dire « ma petite fille a eu son bac ». Voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs tout le temps les gens me disent « mais pourquoi avoir fait des études alors que vous vouliez être comédienne ou chanteuse ?»
Mais en même temps, c'était tellement énorme pour moi d'avoir ce bac et d'avoir la possibilité, puisque je suis partie en prépa, j'ai fait une classe d'hypocagne et puis après j'ai fait du droit et j'ai eu ce diplôme d'avocat. Pour moi, c'était tellement énorme que je ne pouvais pas, comme ça, leur dire ça aurait été une telle déception, même vis-à-vis de moi-même. J'étais heureuse de réussir ses études, alors que ma sœur, qui aujourd'hui est coiffeuse, mais depuis qu'elle est enfant, quand on lui demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, elle disait je veux être coiffeuse. Et voilà, pourtant on a les mêmes parents, et voilà. Donc comme quoi, je ne sais pas si ça répond à ta question. Non, mais parce que c'est intéressant de savoir d'où tu viens, parce qu'effectivement, enfin, je ne vais pas te cacher, quand on est avec toi, tu es fatigante, parce que tu t'arrêtes jamais, tu ne laisses pas placer une. Et je voulais savoir, est-ce que c'est ton état, est-ce que ton humour, c'est ta façon d'être, ou c'est quelque chose qui est de l'ordre professionnel, comme une... comment dire, enfin, il y a des maladies professionnelles, tu t'arrêtes plus. Ouais. Mais apparemment, c'est le monde dans lequel tu vivais. Mais du coup, ça m'a fait penser, parce que tout à l'heure, tu décris le monde dans lequel tu as vécu. Tu sais, je passe mes nuits, je suis assez insomniaque, parce que quand on ne sait pas si on va se réveiller, du coup, on ne dort plus du tout. Et je branche mon téléphone sur les chaînes Telegram des Ukrainiens. Et en fait, ces gens sous les bombes, bah, ils rient sans arrêt. Ouais. C'est le rire de désespoir, mais c'est le seul qui me permet d'être encore... de ne pas bouffer des antidépresseurs. Mais c'est absolument nécessaire. Oui. C'est absolument nécessaire. C'est une soupape, le rire. C'est ce qu'on nous a donné. Enfin, alors, je ne sais pas si c'est Dieu, la nature, enfin, je ne sais pas à qui nous a donné ça, mais... Je me dis bien malheureux, mais c'est terrible les gens qui ne savent pas s'en servir. Moi, je me souviens, ça m'arrive pas souvent, mais une fois dans un dîner, un type me dit « je n'ai pas d'humour ». Et il était tellement désespéré en me disant ça. Et je me suis dit, personne ne m'avait jamais dit ça comme ça. Je n'ai pas d'humour, je suis désolée, je n'ai pas d'humour, quoi. Je dis, mais c'est terrible de ne pas avoir cette soupape, c'est un intello, et de ne pas avoir cette soupape, de ne pas pouvoir rire de ces choses désespérantes, et désespérantes, quoi. Enfin, quand il suffit d'ouvrir un journal, et puis en plus, maintenant, même plus besoin d'ouvrir un journal, on a notre téléphone avec les alertes qui tombent au fur et à mesure, et dans la journée, enfin, c'est quand même... Et je me dis, si on n'arrive pas à avoir cette soupape, ben ça conforte ce que tu me dis. Et je pense, c'est le témoignage très souvent des gens qui sont des rescapés de la Shoah et qui disent, en fait, on a pu s'en sortir parce qu'on chantait. Moi, je me souviens, j'ai la mère d'une amie qui a écrit un tout petit livre où elle décrit justement ces années en fait, de déportation, où elle dit, en fait, on chantait. J'étais avec ma sœur, on chantait, on avait cette chance-là de pouvoir chanter et on rigolait. On n'avait rien à manger, mais on riait. Et ben moi, je crois que c'est vraiment nécessaire, quoi. C'est vraiment Mais aujourd'hui, tu es devenue, on peut dire, une fausse, une réelle bourgeoise. Tu vis une vie bourgeoise, tu vis dans un quartier bourgeois, dans une ville très très bourgeoise, qui est Paris. Est-ce que c'est plus drôle ou moins drôle de là où tu viens? Bonne question. Objectivement, sans parler de toi, mais des gens qui t'entourent. C'est très très différent. C'est pas la même drôlerie, effectivement, mais c'est marrant parce que tu vois, quand je les mélange, ces mondes-là, ils s'entendent très bien. Ah oui? Ouais. Mais oui, pourquoi? Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime avant tout, ce que je recherche chez les gens, c'est pas est-ce qu'ils sont intello, est-ce qu'ils sont... c'est aussi une générosité, en fait. Une forme de générosité, ça peut être avec la cuisine, mais ça peut être aussi... La générosité, c'est aussi parler de soi, c'est aussi raconter son métier. Et donc, voilà, c'est des choses, c'est des milieux très différents. Parce qu'effectivement, d'ailleurs j'en parle dans mon spectacle, quand je suis arrivée dans ce Paris, dans ce quartier très, très bourgeois. C'est une ville dure. Hein. Mais c'est très, très, très dur. Et c'est lorsqu'on se retourne qu'on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai vécu là? Je suis arrivée, moi je connaissais une personne.
à Paris, quoi. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de... il fallait téléphoner le soir après 22h parce que c'était moins cher. On avait des petits calendriers avec les heures creuses là, de téléphone qu'on va bientôt avoir pour l'électricité, probablement, et puis avec les coupures, enfin voilà. Merci Poutine. Et voilà, et sur le moment, je ne me suis pas rendu compte que c'était difficile, mais bien sûr que c'est extrêmement difficile parce que je l'ai vécu, ce côté justement bourgeois et fermé que l'on voit dans un film humoristique et sur un sujet qui est pourtant pas drôle du tout, qui est le goût des autres. Je ne sais pas si tu te souviens de ce film où on voit ce milieu très fermé. Moi, je suis arrivée, effectivement, je suis arrivée à la fac. Ils étaient ensemble, ils avaient fait leurs 4 ans de fac ensemble, donc moi j'arrivais comme un cheveu sur la soupe, je venais de province, j'avais pas les codes, je connaissais rien. Je raconte aussi parfois, c'est pas forcément dans mon spectacle, un soir où je me retrouve dans un dîner de chasse où toutes les filles s'appellent Diane et moi je prends conscience que j'ai un prénom très populaire. C'est quoi dîner de chasse? J'étais dans un dîner, un ami me dit on va à la campagne ce week-end, viens avec moi, je vais t'emmener voir un dîner, ce que c'est qu'un dîner de chasse. Donc un dîner où ils avaient tous chassé dans la journée et donc ils étaient avec leurs pantalons de cuir là et puis leurs chaussettes hautes et les pompons et les trucs et les têtes de sanglier, de biches et de machin. Et donc bon, alors moi je connaissais la chasse parce que mon grand-père était chasseur, mais il chassait, voilà, c'était vraiment, c'est ça, la chasse elle réunit les grands bourgeois et vraiment les prolétaires quoi. Et donc je me retrouve dans ce dîner où toutes les filles s'appellent Diane, quasiment. Donc on me présente toutes les filles, Diane de machin, Diane de ci, Diane de là. Et je me dis, mon Dieu, ça va être à moi. Et je vais devoir leur dire que je m'appelle Sandrine. Et jusqu'à présent, jusqu'à ce jour-là, je n'avais jamais pris conscience que j'avais un prénom populaire, par exemple. Tu vois, même si j'ai appris depuis que, je crois, la petite fille du patron d'Hermès s'appelle Sandrine. Donc ça m'a fait quand même, ça m'a fait plaisir. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que non, j'arrive à réunir ces mondes-là et j'arrive à trouver aussi dans la bourgeoisie des gens très drôles, très fins, très subtils. Comment tu arrives? Moi, j'arrive pas. Peut-être parce que j'ai pas d'humour. Je sais pas, je crois pas qu'on puisse dire que tu n'as pas d'humour, tu n'as pas le même humour que nous. Je ne sais pas le créer, en tout cas. Je le comprends, mais je n'arrive pas à le... C'est ton humour qui te permet de briser la glace de la société parisienne? Souvent, ouais. Tu as voyagé dans le monde. Es-tu d'accord que Paris, c'est une des villes les plus dures au monde, de ce point de vue? Tu es seul au monde. Si tu n'arrives pas à briser, moi, toute ma vie, je suis seul au monde. Peut-être chez les Espagnols, c'est pas la même chose. New York, moi j'adore cette ville, mais New York, je suis pas sûre que ce soit très facile non plus. Oui, c'est vrai que spontanément, les gens vont pas... moi, je sais que j'ai gardé mes habitudes de provinciale. Quand je vois quelqu'un qui est perdu, je m'approche et je lui demande s'il a besoin. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui se pratique. Même dans les soirées, on peut tout à fait être dans une soirée et personne ne vient te parler parce qu'ils ont déjà leurs amis, ils ont déjà... Et pareil, alors là, je citerai... un autre exemple justement avec Africain, on avait un ami béninois qu'on avait invité dans une soirée. Eh bien, il est allé voir chaque personne de la soirée pour lui parler de lui, pour se présenter à la fin de la soirée. C'était la star de la soirée. Il avait parlé à tout le monde. Jamais j'ai vu quiconque faire ça dans nos dîners, dans nos soirées françaises, quoi. C'est vrai qu'on est spontanément... On n'est pas hyper accueillant. Alors à Paris, c'est vrai que j'ai joué il y a 3 semaines dans le Nord. J'espère que ce sera aussi bien. Demain soir, je vais jouer à Marseille. Et j'espère que ce sera aussi chaleureux. C'était extraordinaire. 3 standing ovations dans la même représentation. C'est merveilleux, quoi. Ça fait... Et là aussi, pareil. Là, je me dis, il n'y a rien qui remplace. Rien. Tous les réseaux sociaux du monde... Le contact, le fait de voir les gens, parce qu'il y a tellement de méchanceté, de trolls, là, de haters sur les réseaux sociaux. Quand on rencontre les gens en vrai, ils ne sont pas du tout comme ça. Ils sont formidables, ils sont gentillesses, ils sont généreux. Parfois, ils m'apportent des cadeaux, mais même un stylo, une spécialité locale. Mais il y a une...
En fait, tu te fais descendre plus sur les réseaux sociaux que... Alors moi, j'ai la chance d'être plutôt bien servie sur les réseaux sociaux, hein, parce qu'encore une fois, je ne suis pas une humoriste forcément engagée, même si je traite de sujets politiques. Moi, j'essaye de pas prendre parti parce que je suis comme ça dans ma vie de tous les jours. J'aime pas donner des leçons, je suis moi-même toujours dans le doute, donc je suis bien malin qui peut dire qu'il détient la vérité, je sais pas. Donc j'ai plutôt cette chance, mais je vois bien, tout le monde donne son avis en fait sur les réseaux sociaux, même on t'a rien demandé, mais tu donnes ton avis en fait. Je trouve qu'elle est moins bien qu'à la radio, à la radio qu'à la télé, sans voir que effectivement la radio c'est pas la même chose. Il y a pas le même, d'abord il y a pas le même temps, il y a pas les mêmes contraintes, il y a pas l'image, il y a pas le silence que nous permet la télé, le silence avec une mimique qui change tout. À la radio, on ne le voit pas, ça. L'auditeur, il ne le voit pas. Alors, donc, forcément, ça ne peut pas être la même chose. Il faut s'adapter. Les gens ne se souviennent pas qu'ils ne m'ont pas connue au tout début, en réalité, parce qu'ils disent « moi, je la suis depuis le début », mais très souvent, il n'y en a que quelques-uns, mais c'est pas vrai. Ils ne me connaissent pas. Ils n'ont pas vu, par exemple, les toutes premières chroniques. On a mis 1 an à s'adapter. Et puis ils sont jamais contents. Une fois c'est parce qu'il y a Zemmour, une fois c'est parce qu'il y a Cohen, une fois c'est parce qu'il y a eu un tel invité. Moi je maîtrise pas les invités, je maîtrise pas. Mais qui maîtrise ses collègues de travail, qui arrive dans l'entreprise et dit ah ben non mais moi je veux pas travailler avec lui et je veux pas lui et je veux pas lui. Qui? Et donc ils se rendent pas compte, ils ont une exigence permanente. Ah c'est pas drôle, ah c'est machin, ça ne te plaît pas, mais c'est un peu comme ce qu'on dit aux enfants. Tu as le droit de dire je n'aime pas, mais tu n'as pas le droit de dire c'est pas bon. Voilà, c'est ça. Et il n'y a pas d'éducation à ça. Enfin, les gens sont sans filtre là comme ça. Ils balancent toute leur frustration, tout ce qui, puis ils ont que ça à faire en fait. Là, certains qui n'ont que ça à faire. Et c'est extrêmement pénible et c'est extrêmement blessant parfois. On se dit mais jamais je me permettrai de dire quoi de cette façon-là. Au moins, si tu le dis, dis-le avec panache, dis-le avec élégance. Tu as le droit de dire que tu n'aimes pas quelque chose, fais une critique, mais dis-le avec du talent, dis-le avec drôlerie, moi j'essaye, en tout cas quand je critique, parce que je critique malgré tout le pouvoir et les hommes politiques, j'essaye quand même de le faire avec Qui est ta cible? Qui est ta cible? Ma cible, c'est toutes les incohérences, en fait. C'est tout. J'essaye de relever les incohérences du système et ce qui, au quotidien, on voit bien quand même qu'il y a plein de choses où il y a quand même toujours 2 poids 2 mesures, quoi. En fait, des gens qui ont commis des méfaits ou des trucs terribles, et puis finalement ils ont très peu de sanctions, et puis toi, enfin je sais pas, t'as le malheur de mordre sur une ligne blanche ou un truc. Il y a quand même toujours des choses qui sont terrifiantes. Enfin, la moindre petite boutique, petit restaurant, petit boui-boui qui s'installe à Paris va devoir avoir un accès handicapé, et il n'y a pas d'accès handicapé dans le métro. C'est tout ça, en fait. C'est toute cette absurdité permanente, en fait, du monde voilà, qu'on essaye de pointer et de... Mais du coup, ton combat, il est vain ou tu Mon penses... combat? Oui. Bah, j'espère pas, parce que déjà si ça fait du bien, c'est déjà pas mal. Moi je me dis ça. Parfois je me suis dit ça, je me suis dit c'est inutile ce que je fais, je fabrique pas. Moi dans ma famille dans le sud, ils ont des pâtisseries, ils ont des boulangeries, ils nourrissent les gens. Voilà, les médecins soignent, les avocats défendent, etc. Parfois, je me suis, bien sûr, plein de fois, et je continuerai probablement encore à me poser cette question, est-ce que je suis utile? Eh bien, c'est vrai qu'après, quand même, quand on en parlait tout à l'heure avec le confinement, quand tous ces gens viennent me voir en me disant que vous m'avez sauvé mon confinement, merci d'être là, merci d'être ce que vous êtes, et vous me faites du bien, je vois bien les messages, parce que la télé engendre une autre forme de message, c'est un langage amoureux, c'est on vous aime, je vous aime. Alors il faut pas, je prends pas tout au pied de la lettre, hein, je sais très bien que c'est pas de l'amour, que bon...
Mais c'est une forme d'amour. Mais si, les gens sont jeunes et sont capables de tomber amoureux. Ouais, c'est même s'ils sont vieux. Ah ouais. Non, mais ça fait du bien quand quelqu'un sort une vanne sur Hidalgo. Je confirme que ça fait un bien fou. Ouais. Et si tu sors une vanne sur Hidalgo, on t'appelle de temps en temps de la mairie pour dire non. Non. Tu n'as jamais eu de retour à l'ordre? Non, c'est là où quand même, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est là où je me dis, malgré tout, qu'on a une chance folle de vivre dans un pays où on peut dire, ah ben oui, mais j'ai fait un sketch devant le ministre de l'Intérieur, je ne te dis pas le nombre de coups de fil. Lequel, le Terminator? Darmanin. Ah, moi je pensais de justice. Non, j'ai dit quoi? Non, de l'Intérieur, oui, c'est ça. Darmanin, j'ai fait un sketch. Et il a ri? Alors, il ne riait pas vraiment, c'était compliqué parce que même mes collègues ne riaient plus à ce moment-là. Ah bon? Oui. Raconte. Mais non, mais c'est le phénomène un peu de cours. C'était un peu compliqué. Quelle émission? D'abord, c'était chez Zemmour et Nolo. Zemmour venait de se friter avec lui, donc il était, il était énervé. J'ai dévoré ton ouvrage, à peine 80 pages malgré tout ce que t'avais à dire. Tu as su te retenir, petit console-toi, si tu n'as pas le féminin. La longueur ne sert à rien pour arriver à ses fins. C'est pas marqué dans ton livre, et t'as pas mal de temps libre pour livrer au jour le jour ton message d'amour. C'est le ministre de l'Intérieur qui arrive avec tout un dispositif de garde du corps. Il fallait faire cette chanson. En plus, on avait choisi une chanson qui était extrêmement lente, donc il y a des silences. On a le temps quand même de voir que l'autre à côté qui ne rit pas, que c'est pesant, etc. Et le nombre de gens qui m'ont dit, mais dis donc, parce qu'on se souvient quand même de l'époque de Thierry Leluron qui avait contrôle fiscal sur contrôle fiscal, qui avait, ils ont eu souvent des problèmes, etc. Eh bien moi, à ce jour, franchement, jamais personne m'a appelé, m'a dit, non, au contraire, même quand pas je ton les mari. rencontre, non, mais quand je les rencontre, ils me disent, je fais un truc devant Castaner juste avant les élections et je balance en disant c'était que de la com, etc., etc. Et à la fin, il sort et me dit, je suis trop fan pour vous en vouloir. Donc, bon, je me dis, ça c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Voilà, j'ai pas été, tu vois, au fin fond de la toundra et donc dans une petite geôle. On a cette chance quand même, malgré tout, de cette liberté de pouvoir dire, de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer et de rire. Chez les hommes politiques, j'ai vu, en essayant de me préparer pour un entretien avec toi, j'ai essayé de regarder les autres émissions à la télévision. Il n'y a pas beaucoup sur l'humour. Je suis tombée sur une chaîne Cato. Et il y avait une émission sur l'humour et il y avait Sapin qui était là et qui faisait une espèce de auto-promotion parce qu'il se présentait comme un homme, comme un politique qui a beaucoup d'humour. Il racontait comment il a fait une vanne à un collègue ministre ou un président et personne ne riait pareil. Tu ne penses pas que quand le politique rit, il y a quelque chose de... c'est quand une femme vieillissante te demande « je suis encore baisable » et tu ne sais pas comment lui dire que non. Et le politique qui veut faire de l'humour et qui veut être drôle. Ou qui prétend avoir de l'humour, en fait ça passe pas, mais tu n'oses pas lui dire. Qu'est-ce que tu penses de cette espèce de bâton qu'ils ont... Tu dis, il n'a pas souri une seule fois, mais... Et peut-être aussi que justement aujourd'hui, ils ont peur de la sanction... du public. En fait, mais c'est français ou c'est... Je sais pas, parce que tu vois, imagine la période est compliquée et on se dirait, ah bah tiens, il est là et il rigole, ce serait peut-être aussi, ce serait mal perçu. Donc moi, en tout cas, sur le moment, c'est difficile d'avoir quelqu'un qui ne rit pas, mais en même temps, je comprenais. Je comprenais moins, en fait, que ma collègue ne rit pas, rit moins. Et j'avais vraiment cette impression, j'avais déjà assisté à ce phénomène. C'était ce qui se passait à la cour de Louis XIV, en fait. On attendait de voir si le roi riait pour rire. C'était ça. Et là, le monarque...
voilà, ou en tout cas le représentant du monarque ne riait pas. Et donc c'était une expérience très intéressante. La France, est-ce un pays des courtisans encore? Ah oui, je pense, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'en fait, là, ce qu'on voit, on voit toujours les gens qui ne sont pas contents. Et donc, c'est eux qui se manifestent et qui sont le plus virulents et le plus bruyants et qui, voilà, qu'on voit sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Mais bien sûr, moi, tiens, j'avais fait un clip sur, d'ailleurs avec François Bernem, on avait fait une chanson sur Anne Hidalgo. C'était ça fait 15 ans que je prends le métro, j'ai jamais vu Anne Hidalgo. Bon, et bien pour tourner ce clip, je m'étais un peu fait la coiffure d'Hidalgo et je m'étais mis une ceinture tricolore. Mais tu peux pas savoir, les gens qui me prenaient pour Hidalgo, ils venaient me voir en me disant « Oh, c'est génial ce que vous faites, vous êtes formidable !» Et là, j'avais envie de les mordre. Est-ce qu'elle va réussir à exterminer les rats, à reloger les sans-abri, à déloger Marcel Campion? Vraiment, si vous avez un cadeau à faire, par exemple, à quelqu'un que vous n'appréciez pas particulièrement, ou alors, voilà, vous pouvez l'offrir à quelqu'un que vous aimez bien, mais qui a des problèmes pour s'endormir. Ouais, qui fait des nuits blanches, vous voyez, ou tout simplement quelqu'un qui a des problèmes de transit. Non, autant pour moi, non. S'il a des soucis de transit, il faut vraiment qu'il l'achète lui-même. Je vous assure, 14 € pour ça fait vraiment chier. Bon. Ah bah oui, bien sûr qu'il y a des courtisans, tout le temps. Bah, il suffit de les voir, enfin, tu vois, les cocktails, les machins, ça, bien sûr. C'est dès qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu connu, bah, évidemment, qu'il y a un homme politique, évidemment qu'il y a des courtisans. Toujours et partout. Ah, quelle horreur. À chaque fois, tu dis François. J'ai une question un peu théorique. C'est pas François, hein. C'est non, François Bernem, ouais. Non, mais c'est parce qu'on avait fait cette chanson. Il est là, et on n'a que deux micros. Il est derrière la caméra. On parle toutes les deux. Parce qu'en regardant cette émission sur Cato et avec Sapin, quelqu'un des humoristes, des vieux, disait que autrefois l'humour était plus réussi parce qu'on prenait comme auteur des chansonniers. Et François, c'est un musicien. Ah, François, lui, est compositeur. À la limite, ce serait plus moi. Comment ça se fait c'est lui qui écrit avec toi? Alors, en fait, la rencontre se fait au départ parce qu'en fait, François a composé les musiques de mon spectacle. Les musiques originales, puisque au départ, moi, je faisais uniquement des chansons détournées. Puis, on s'est dit qu'on allait faire des chansons, des compositions originales. Donc, c'est François qui a composé les musiques de mon spectacle. Et lorsque je travaillais donc déjà avec lui, lorsque Paris Première est venu me chercher, et donc moi, je voulais pas travailler toute seule parce que je trouve qu'en humour, c'est difficile de... Déjà, on ne peut pas tester, on n'a pas beaucoup de temps. Quand les collègues ne rient pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, je voulais travailler avec d'autres personnes. Et donc, c'est à François que j'ai dit, François qui avait quand même 50 ans de showbiz derrière lui. Je raconte sur scène, d'ailleurs, son parcours, etc. Et donc, c'est à lui que je demande, je dis, est-ce que tu connais pas quelqu'un avec qui je pourrais travailler? Et il me dit, écoute, moi, j'ai un ami vraiment de très longue date qui, lui, écrit des chansons, mais qui est toute la journée sur Twitter et qui est très, très au fait de l'actu. Et donc, je suis sûre que ça l'amuserait. On peut lui demander. On lui a demandé. Il a dit oui. On a essayé, ça a fonctionné. Et ça fait 6 ans que nous sommes en fait cette troïka, on peut dire ça. Et donc, on vient pas... Moi, j'avais jamais fait ça avant. Eux venaient plutôt de la musique, du monde de la musique. Et donc, c'est pour ça que petit à petit, un peu à peu, on a incorporé les chansons et la musique. Et donc, le côté chansonnier, mais je ne suis pas que ça, en fait, sur scène, ce ne sont pas que des chansons. Alors, dire que c'était mieux quand c'était des chansonniers, c'est un point de vue. C'est le point de vue de je ne sais pas de qui, mais oui, c'est une chose. C'est vrai que les Français aiment cette tradition, mais je pense que partout dans le monde, on aime cette tradition, on aime les chansons, on aime... et puis, c'est pas un hasard si toutes les religions, sauf peut-être...
exception, mais sinon, en général, s'appuie sur la chanson pour être un vecteur de communication. On arrive tellement à faire passer de choses avec une chanson. Quand on regarde la chanson d'Aznavour, comme ils disent, ou la chanson de Cabrel, La Corrida, en 4 minutes, ça vaut tous les pamphlets du monde, quoi, parce que c'est ciselé. Il y a des chansons, j'entendais l'autre soir, là, Pierre Lescure qui disait que Leonard Cohen avait mis 7 ans à écrire Alléluia. C'est quand même pas rien, quoi, de mettre 7 ans pour... je sais que Pierre Perret a mis des années à écrire le Zizi, et c'est vrai qu'elle est ciselée. Non mais oui, mais c'est pas comparable, Alléluia et le Zizi, mais quand même, quand c'est... Bon, il y a une forme de grâce quand même, malgré tout, on peut trouver... Ah, tu es fatiguée, là. Ah, tu vois, on peut être féministe et parler du Zizi. Ah. On va voir. Donc, de première profession, de formation avocate. Ouais. Je te vois mal en justicier. Est-ce que tu peux, en tant qu'avocate ou en tant qu'humoriste, défendre les humoristes interdits, Dieudonné? Je sais pas. Envie ou indéfendable ou pas d'humour pour ça? C'est-à-dire que si, tu vois, d'ailleurs, je suis pas restée. Moi, dans un de mes stages, je suis allée aux assises et c'était un procès de pédophilie. Je suis restée une semaine dans avec ce truc en tête et ce mal-être vraiment, et je me suis dit, je ne vais pas faire ça. Pas faire ce métier, c'est pas fait pour moi, je suis trop... Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand il y a des faits divers ou même des faits de société, des choses qui sont très, très difficiles, je lis pas parce que je sais que ça me reste en tête et que ça s'accroche à moi. Donc, si on accepte d'être avocat, il faut pouvoir être prêt à tout défendre, parce que c'est ça, la profession d'avocat, et c'est ça. Il faut accepter le droit, c'est ça, c'est tout le monde, tout individu, même le plus monstrueux, a droit à une défense. Donc il faut être prêt à faire ça. Moi, je le laisse à ceux qui sont très bons pour ça, et moi, je ne me sentais pas capable de faire ça, franchement. Ouais. Je suis contente je suis vraiment heureuse d'avoir changé de voie. Et même si, je dis ça parce que je trouve que la profession d'avocat est une profession merveilleuse, quoi. Vraiment, je trouve que c'est vraiment une belle profession quand elle est bien exercée, parce que après, c'est toujours pareil, hein, il y a des bons, il y a des mauvais, c'est comme chez les médecins, c'est comme dans voilà, partout. Mais je suis contente d'avoir changé de voie et de faire ce que je fais aujourd'hui, ouais. Voilà. Je ne me suis pas trompée sur même si c'est dur, hein. Même si c'est très difficile, parfois c'est fatigant, mais voilà, ils ne m'auraient jamais autant applaudi, hein, pour mes plaidoiries, ça j'en suis sûre. J'aurais pas eu de standing ovation. Eh ben, on ne sait pas. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur Hitler, sur lequel on n'a pas fait d'anecdotes et très peu d'humour, mais du coup on l'a vaincu. C'est vrai qu'on n'avait pas vraiment envie de faire Et Staline, au contraire, ils ont fait après quand même. Il y a eu tous les films de Mel Brooks, etc. où il était... Ah oui, tu trouves? Moi je trouve qu'il y a très peu de choses sur Staline. En revanche, dans notre folklore à nous, Staline c'était un héros récurrent pour des blagues. Un punching ball, en fait, un truc... Oui, tout à fait. Et par exemple, mais de son vivant ou une fois qu'il est mort? Oui, non, de son vivant. De son vivant aussi. Non, de son vivant, parce que toute la culture carcérale, qui était la culture de Goulag, parlait de... Il y avait des chansons sur lui, il y avait des anecdotes sur lui, c'était un personnage... Staline. Oui, tout à fait. Mais, par exemple, un autre personnage, Lénine, qui, contrairement à Staline, n'est même pas un personnage, tellement sa vie est non signifiante. Sa vie était creuse, sans aucun intérêt. Ce personnage, à mon sens, était quasiment composé par les anecdotes, parce qu'on
on a créé un personnage, un petit enfant. Ce que tu appelles anecdote, en fait, ce sont des histoires. C'est des histoires, l'anecdote, comment te dire? L'anecdote, par exemple, c'est un petit garçon vient voir un monsieur qui est en train de faire pipi. Des blagues alors, ça veut dire à nous ce qu'on appelle des blagues. Qui vient de faire pipi, est-ce que je peux tenir votre zizi? Tiens, mais ne va pas très loin, par exemple. Oui. Voilà, ou alors Poutine qui la nuit ouvre un frigidaire et voit la bouteille de lait qui fait et dit t'inquiète pas, c'est pour le yop. Voilà, c'est quelque chose. C'est des trucs comme ça. L'anecdote, c'est ce qu'on appelle les blagues. C'est un peu les blagues juives. Hein. Les blagues, ou les blagues. Oui, tout à fait. Et du coup, on a créé tellement de blagues sur Lénine que Lénine, quelque part, on a composé ce personnage. Grâce aux blagues, parce que comment il était en vrai, personne ne sait. On sait par ailleurs comment était Staline, parce que tout le monde avait des babouchkas dans un goulag, mais on se l'est approprié, c'est devenu quelqu'un de bon. Est-ce que le gouvernement est-ce que Macron, ça peut être un sujet de blague? Oui, bien sûr. On fait beaucoup de blagues. Bien sûr, Macron. Et ça l'est devenu. Je ne sais pas si ça va. Il y a eu un point culminant. Je ne sais pas si on n'est pas en train de redescendre, mais en tout cas, au départ, c'était pas facile parce qu'il était presque intouchable. Quand il a été élu, il a été donc bien élu. Il y avait eu cette investiture, les pyramides, donc la façon dont il marchait, etc. Et il rendait, comment dire, presque ringard tous ceux qui s'attaquaient à lui. Et on a trouvé, en tout cas nous dans nos chroniques, on a trouvé un moyen de le ridiculiser en l'infantilisant. Bon, alors c'est vrai que c'était facile parce qu'il y avait ce côté homme plus jeune que sa femme, etc. Mais voilà, c'est un petit zozotement, c'est des petits trucs. Et voilà, malgré tout, on est arrivé à tourner tout ça en dérision et à en rire, bien sûr. Et puis après, il a été très très aidé par son entourage. Sibeth Ndiaye, Benalla, etc., etc. Donc après, c'est parti. Après, c'était carrément, là, il y avait trop de Benjamin Griveaux, enfin les machins. Moi, une de mes chroniques les plus, où il y a eu le plus de vues, on est à plus de 10 millions de vues, je crois que c'est l'affaire Griveaux. Enfin, c'est un truc, d'ailleurs, avec Piotr. Voilà. Oui, j'en sais quelque chose. Oui, parce enfin, j'ai payé un peu de ma personne cette histoire. Un coup il secoue, un coup il me met des coups. Lui, tu lui mets une aiguille et du fil entre les doigts, il te coud tout ce que tu veux. Tes ourlets de pantalon, ta césarienne, ton épisiotomie. Non mais avec un mec comme ça, tu peux accoucher à la maison, facile, pas besoin de sage-femme. D'un sens, c'est pratique. Je ne sais plus si on disait ça off ou pendant que la caméra marchait déjà, que un des généraux russes disait que Ri, le dernier, celui qui appuie sur le bouton le premier. Tu penses qu'on va tous y passer? Ah ben de toute façon, on va tous mourir. Donc rions, chantons. On le sait qu'on va tous mourir. Après, on ne sait pas quand. Самые замечательные солдаты получаются из людей, которые, уходя из дома с утра, даже не помышляли о войне. А вечером, вернувшись, нашли на месте собственного дома воронку, в которой испарились жена, дети, родители. И вот это уже не человек, а волк, который будет рвать столько, сколько будет жить. А жить он будет долго, ибо он не ценит собственную жизнь, она ему не нужна. Ему не нужны деньги, ему не нужны ордена, ему вообще ничего не надо. У него есть только одно – месть. Именно поэтому он будет жить долго. C'est pour ça qu'on est aussi nombreux et qu'on nous a aussi donné, d'un côté on nous a donné l'humour, on nous a donné la nostalgie, parce que voilà, on ne sait pas ce qui va arriver dans 5 minutes, mais on sait ce qui s'est passé, et c'est pour ça qu'on est des êtres tous un peu nostalgiques, et que les chansons, les films, les œuvres d'art ont autant de pouvoir sur nous, parce que ça peut nous mettre et nous faire raviver des émotions qui ont été parfois très, très négatives, mais souvent très positives. Donc
c'est pour ça que aussi, nous, on va puiser dans ce répertoire de chansons qui est un socle commun, parce que les chansons vieilles, elles peuvent être connues des plus jeunes. À l'inverse, les chansons des plus jeunes, elles ne sont pas connues des vieux. Et donc, si on va piocher dans un répertoire trop jeune, on exclut tous ces gens qui ont le plus besoin de nous. Donc voilà, c'est aussi une forme de don, quoi, d'altruisme. À propos des jeunes et des vieux, c'est vrai que l'humour vieillit et parfois vieillit mal. Tu as beaucoup plus de facilité avec quel type de tranche d'âge? On a toujours à peu près le public de son âge. De sa génération. Ouais, de sa génération. Après, c'est vrai que les gens qui vont au théâtre ne sont pas les plus jeunes, hein, ça c'est sûr. Hein, donc c'est plutôt... ça a toujours été à toutes les époques. Puis maintenant, les plus jeunes, ils sont sur leur téléphone, ils sont sur YouTube, ils ne vont pas beaucoup au théâtre, et c'est un tort. Les stand-uppers, mais il bon, y a des jeunes. Ouais. J'ai l'impression, enfin après, mais en je tout cas, dis c'est jeunes, bien. mais ils sont peut-être plus jeunes du tout. Oui, c'est ça, parce qu'à partir de 30 ans, pour certains, ils sont déjà très vieux. Hein, donc, Je trouve, depuis un certain temps déjà, que ton handicap est vieillot. Et pour toi, quel est à l'échelle nationale, qui est pour toi le pays ou le peuple qui a l'humour le plus magnifique? C'est pas les Japonais, ça je sais. Non, je sais parce que ma soeur était mariée avec un Japonais, je peux te dire, c'est pas les Japonais. Il ne rit pas? Il n'y a pas du tout. Non, je pense que c'est... Je saurais pas dire quel est le pays en Afrique. Je suis sûre quand même qu'il y a un truc avec ça. En Afrique? Ouais. Moi, ce que j'ai vu quand je suis allée jouer au Togo, et puis quand je jouais... je me souviens, quand je jouais aussi au théâtre à Apollo, là, il y avait beaucoup de... il y avait Claudia Tagbo qui jouait avant moi. Et je voyais son public, ils étaient joyeux, machin, et les miens, ils étaient quand même bien rangés, même si après, ils se détendent, ils se dérident. Mais non, je sais pas quel est le peuple. Ah, ben, je crois quand même que nous, on aime bien rire, hein, les Français quand même, on aime bien rire, on aime bien chanter. Alors tu vois pas forcément le bon côté des Français, il faut que je t'invite plus dans mes soirées drôles. Mais on n'est pas si mal, franchement, on n'est pas si mal. À quelle heure tu t'es réveillée aujourd'hui? Parce que je vois que tes yeux... mais c'est la bougie là qui fait... on a l'impression d'être dans une vente aux enchères. À quelle heure tu t'es réveillée? 6 heures. Mais surtout, je n'ai pas dormi cette nuit. Parce que... Et demain, tu pars à Marseille? Et demain matin, je vais jouer à Marseille. Et le soir, tu es à l'atelier? Et comment tu vas faire? Non, le soir, je joue à Marseille. Mais comment... tu t'es laissé combien d'années de quoi? De vie après avant d'aller rire pour de vrai? Je sais pas, écoute, là pour l'instant je suis... ça vaut la peine de vivre comme ça? Oh, bah, il faudrait pas que ce soit toute la vie qui soit comme ça, parce que quand même non, il faut garder... c'est Virginia Woolf qui disait une chambre à soi, ou moi je dirais oui, du temps pour soi quand même, un peu plus. Ouais. Il faut que je fasse un peu plus attention à conserver du temps. Mais c'est pas moi qui suis maître, c'est ça le problème, c'est que c'est pas moi qui suis maître de mon planning. Et donc il faut que je trouve un moyen de redevenir maître de mon planning. Voilà. Mais sinon, à part ça, c'est génial. Hein. À part ça, c'est formidable. Mais voilà, c'est juste ça, c'est de temps en temps, c'est toujours... tu sais, c'est dans n'importe quel boulot, il n'y a pas vraiment de juste milieu, c'est très rare, quoi. C'est rien ou c'est tout. C'est Virginia Woolf qui disait une chambre à soi, ou moi je dirais oui, du temps pour soi quand même, un peu plus. Ouais. Il faut que je fasse un peu plus attention à conserver du temps. Mais c'est pas moi qui suis maître, c'est ça le problème, c'est que c'est pas moi qui suis maître de mon planning. Et donc il faut que je trouve un moyen de redevenir maître de mon planning. Voilà. Mais sinon, à part ça, c'est génial. Hein. À part ça, c'est formidable. Mais voilà, c'est juste ça. C'est de temps en temps, c'est toujours... tu sais, c'est dans n'importe quel boulot, il n'y a pas vraiment de juste milieu. C'est très rare, quoi. C'est rien ou c'est tout.